20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, oh, oh. Bonsoir et bienvenue dans Storytelling sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Storytelling. Vous l'aurez compris, c'est une spéciale Noël ce soir. C'est notre dernier rendez-vous avant la fin de l'année et les fêtes de fin d'année. Alors je me suis transformé pour l'occasion en Père Noël. Voilà, vous pourrez le voir sur la vidéo sur la chaîne YouTube de Fréquence ESJ. Là, tout le monde est déguisé en studio. Manon Blangis a son petit bonnet. Le plus beau, c'est quand même Axel Rebo qui fait office de sapin ce soir. Alors moi, ça va être très compliqué de parler avec cette barbe et le masque dessus, mais on va essayer quand même. Florian Michelin également qui est autour de la table avec un joli petit masque customisé. En tout cas, on est tous déguisés et vous pourrez le voir sur la vidéo de la chaîne YouTube. Et pour votre rendez-vous culture et divertissement hebdomadaire, je suis donc accompagné de mes petits lutins, le préposé au livre et histoire incroyable, c'est Axel Rebo qui nous fait découvrir ses inconnus au bataillon. Ce soir, il rend hommage à deux personnages sans qui Noël n'aurait pas la même saveur. Petit indice, il y a des arbres et des chocolats. Mon lutin en charge des voyages et des cadeaux technologiques, c'est Florian Michelin. Cette semaine encore, il nous emmène fêter le nouvel an à Bali et il nous présente une appli pour pister le Père Noël. Sympa le tracking. Enfin, la petite lutine qui s'occupe des instruments de musique, Manon Blangis a encore déterré les secrets les mieux enfouis des tubes de Noël. Jingle Bells n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Alors surtout, n'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission pour cette émission spéciale Noël sur Twitter par exemple avec le hashtag Fréquence ESJ ou en identifiant le compte de Fréquence ESJ sur Facebook, Instagram et même TikTok. On est parti pour une heure ensemble de divertissement et de culture pour cet épisode spécial Noël, l'épisode 11 de la saison 6 de Storytelling sur Fréquence ESJ. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Pour commencer cette émission, Manon Blangis, vous avez décidé de faire revivre un personnage qu'on oublie bien trop souvent dans les fêtes de fin d'année. En même temps, c'est un petit peu mon pire ennemi, il faut le rappeler. C'est le Père Fouettard. Voilà, je suis le Père Noël, vous êtes ma lutine, Manon Blangis. Alors, qui est-il ? D'où vient-il, le Père Fouettard ? Vous avez brossé son portrait, ou plutôt la bande originale de sa vie. Bonsoir Bastien. Bonsoir Manon. Je resterai ta meilleure amie. Et oui, le Père Fouettard, c'est avant tout une amitié et non pas forcément des ennemis avec Saint-Nicolas. Ils sont inséparables. Si l'un aime bien donner des cadeaux aux enfants le 6 décembre, l'autre n'est pas si gentil. Un peu sexy cette musique. Et bien sûr, le Père Fouettard, il est très fouet et martinet, hein, vous savez. Il se balade jamais sans. Comprends mieux. Alors c'est surtout pas pour ce que suggère la chanson effectivement, mais plutôt pour châtier les enfants qui n'auraient pas été sages. Il fait peur, il a une longue barbe noire et souvent en costume de page et est très maquillé. Il aurait même des cornes et une queue selon certaines légendes. Avec lui, on n'est plus sur ce type d'ambiance. La légende du Père Fouettard nous emmène en 1150. Ça va faire peur aux enfants, ça. Hein. Ah oui, attention. 1150, 3 enfants se perdent en forêt et trouvent refuge chez un boucher. Mais celui-ci les découpe en morceaux, les met dans un saloir et se dit... Ah, il adore. Ah oui, une petite sauce salsa comme ça. Bien sûr, ça a l'air bon tous ces petits enfants. Heureusement, Saint-Nicolas arrive par hasard, découvre ça et ressuscite les enfants. Sympa. Depuis, le boucher, le Père Fouettard est obligé d'accompagner les tournées de Saint-Nicolas. Mais il existe une autre légende selon laquelle, en 1552, une corporation de tanneurs de Metz se donne une mission. Alors ok, ils font pas tout à fait un bal masqué, mais ils organisent une petite fête où ils font défiler un personnage qu'ils viennent d'inventer pour distraire les habitants. Alors il faut le préciser, les habitants sont assiégés par l'armée de Charles Quint à ce moment-là, donc le moral est pas au top. C'est pas la meilleure période. Et ce personnage poursuivait donc jouvencelles et damoiseaux dans les rues de Metz avec un fouet. Le personnage revient ensuite chaque année comme le Père Fouettard, un tanneur de fesses. Un tanneur de fesses. En tout cas, il existe en réalité plusieurs autres légendes, notamment en Alsace, mais aussi au Luxembourg, en Hollande, en Allemagne ou encore en Autriche. Vous avez le choix, mais toutes arrivent à la même conclusion. Le Père Fouettard est là pour tous les enfants qui n'auraient pas été sages. Merci Manon Blangis. Storytelling en direct jusqu'à 21h.
20h04 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. On est ensemble jusqu'à 21h pour cette émission spéciale Noël. Et comme depuis tout à l'heure, je vous parle de mes chers petits lutins qui m'accompagnent ce soir. Et ben, j'ai décidé, en tant que Père Noël de Storytelling, de vous raconter d'où ils viennent ces petits lutins et les similitudes avec les miens autour de la table. Alors, tout a commencé en Islande, pays de légende, aux terres volcaniques, où dans le folklore du pays, les lutins sont au nombre de 13. Alors pourquoi ce chiffre ? Eh bien, pour remplir les chaussettes des enfants de cadeaux et de punitions à partir du 11 décembre, soit 13 jours avant le réveillon, vous l'aurez compris, si vous avez fait bac-est. En tout cas, vous vous en doutez, ce que vous trouverez dans la chaussette dépendra de si vous avez été sage ou non, et si vous ne l'avez pas été, vous y trouverez généralement une pomme de terre pourrie. Voilà, parfait pour la saison des raclettes. Ouais, parfait pour les raclettes, et puis avec la chaussette, vous avez déjà l'odeur du fromage. Mais ça va encore, parce que selon le vrai folklore islandais, et pas la version édulcorée qu'on nous vend dans le monde entier, les lutins de Noël sont des farceurs malicieux, mais aussi parfois des criminels qui volent et harcèlent les gens. Mais mon Dieu, quelle horreur. Ouais, mais ça commence, ça commence déjà à me faire penser un peu plus à certaines personnes autour de cette table. En même temps, vu les parents des lutins, un troll paresseux et sa femme qui aiment dévorer les enfants en ragoût, un petit peu comme le père Fouettard, vous l'avez dit Manon Langis, on pouvait s'attendre à ce que ça tourne mal. Alors bien sûr, la grande question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est bien sûr qui est quel lutin dans l'équipe de Storytelling. Là j'ai très peur. J'ai peur, oui. Alors, pour Manon Blangis, j'ai longuement hésité, mais je crois qu'elle est Arcelle Mouton, qui, comme l'indique très bien, harcèle de pauvres bêtes, mais heureusement, elle est un petit peu gênée par sa jambe de bois. Voilà, finalement, c'est tout Manon Blangis. Pour Florian Michelin, c'est forcément Yeux Fenêtre, qui selon le folklore est, je cite, un mateur. Un mateur qui espionne aux fenêtres. Officiellement, c'est pour trouver quelque chose à voler, mais rien n'est moins sûr avec Florian Michelin. Et enfin, pour Axel Rebaud, notre sapin de ce soir, aucun doute possible, c'est le 11e lutin, Renifle-Porte. Et oui, Renifle-Porte, car il a un nez, je cite, anormalement grand et un sens aigu de l'odorat qu'il utilise pour localiser du pain islandais ou des chips et du saucisson, c'est au choix. Voilà, vous savez tout à présent sur l'histoire des lutins et puis un petit peu plus sur toute l'équipe de Storytelling, le tout bien sûr dans la magie de Noël. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. 20h07 sur Fréquence ESJ. Dans quelques minutes, on continue cet épisode de Storytelling avec Florian Michelin qui nous emmène en Indonésie pour nous faire découvrir une manière originale de fêter le nouvel an. En attendant de découvrir ça, Shawn Mendes vient de sortir son 4e album Wonder il y a moins d'une semaine, à seulement 22 ans, et on y retrouve Teach Me How to Love, et c'est sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. On continue cette émission de Storytelling jusqu'à 21h, spécial Noël, tous ensemble, et notre agent Axel Rebaud de la FBI est là, la brigade des fausses bonnes infos. Bonsoir Axel. Bonsoir et Bastien. pour cette spéciale Noël, vous êtes intéressé aux mensonges éhontés qui entourent la fête de Noël, le jour de la naissance du petit Jésus. Happy birthday. Oui, alors Non, pardon. ça ira. Alors justement à ce sujet, alors va falloir qu'on parle de ça. Comment dire, je sais que c'est un sujet qui rassemble, la naissance du petit Jésus, un juif considéré comme un prophète par les musulmans et comme le fils de Dieu par les chrétiens. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Alors comment vous expliquer sans vous brusquer Non, N-A-N, non, le petit Jésus n'est pas né le 25 décembre. Voilà. Non mais excusez-moi, mais ça fait depuis la création de la brigade des fausses bonnes infos en 1908. Rendez-vous compte qu'on le répète chaque année, ce n'est pas son anniversaire. Non, je m'énerve pas Père Noël, je vous explique quelque chose. Mais je vois que vous êtes très investi, mon petit Axel Rebaud et sapin Rebaud. Alors Axel, il est né quand alors ce Jésus? C'est compliqué de dater en fait, parce que la plupart des écrits qui parlent de Jésus ont été écrits bien après sa mort, et on peut pas dire que c'était vraiment des sources hyper fiables. Ce qu'on sait, c'est qu'il est pas né en l'an 0 déjà. Non, il serait né en fait entre -5 et -7 avant lui-même. Ouais. Et apparemment, il serait né au printemps. Mais encore une fois, c'est très flou, c'est plein d'incohérences, des chiffres qui disparaissent ou se contredisent. On dirait une déclaration d'impôt de Patrick Balkany. Pardon, mais alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fête le 25 décembre exactement? La naissance de Jésus. Vous êtes bête, Bastien. Non, en fait, le 25 décembre, c'est pas son anniversaire, mais c'est quand même la date qu'on a choisie.
C'est une convention trouvée par les Romains. Une fois qu'ils étaient tous devenus chrétiens, il fallait changer les fêtes païennes en fêtes catholiques. Alors ils se sont regardés puis ils se sont dit qui est libre samedi? Ah non, samedi on peut pas, avec Octavius on part à Lutèce. On avait prévu un petit week-end en amoureux, mais mercredi le 25 on est libre par contre. Ok tout le monde, le 25 c'est bon? Le 25 alors. Eh ben go pour le 25 décembre. Alors d'ailleurs, différents calendriers ont été utilisés au cours de l'histoire et les dates étaient donc différentes. C'est pourquoi certains pays comme l'Espagne ou la Russie ne fêtent pas Noël le 25 mais le 7 décembre. Merci Axel Rebaud. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. 20h22 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Je rappelle que vous pouvez réécouter plutôt les chroniques de Fréquence ESJ, de Storytelling, comme celle que vient de faire Axel Rebaud sur les différentes plateformes de streaming, Apple Music, Deezer, Spotify, ou même en allant sur le site de Fréquence ESJ dans la rubrique podcast. En tout cas, entre-temps, Florian Michelin est en train de retrouver ses feuilles et puisqu'il va nous faire découvrir une fête atypique dans le monde. Elles sont très froissées vos feuilles, Florian, c'est bizarre. En tout cas, ça tombe bien pour cette spéciale Noël. Pourtant, vous nous emmenez en Indonésie, cette fois-ci à Bali, pour fêter le nouvel an balinais basé sur le calendrier Saka. En 2021, il n'aura pas du tout lieu, ce nouvel an. Il aura lieu, mais en tout cas, il n'aura pas lieu le 31 décembre, mais le 14 mars, et ça s'appelle Nyepi. Ah non, ça la fête, le bruit, les pétards et les défilés, c'est la veille de Nyepi, c'est le moment des parades des Ogo-Ogo. Des Ogo... Quoi? Pardon? Ogo-Ogo, ce sont des monstres géants multicolores en papier mâché fabriqués par les Balinais et ça représente les forces négatives. Le défilé et le bruit ont pour but d'effrayer les démons. À la fin de la nuit, on brûle ces statues pour évacuer définitivement les mauvais esprits. Et le lendemain, dès 6h, Nyepi commence. Et donc c'est le jour sacré du Nouvel An. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous voyez l'année 2020, le coronavirus, le confinement, c'est un peu un best-of de tout ça, avec encore plus de restrictions. Nyepi, ça veut dire... Silence, je ne parle pas. Bien joué Damso, c'est vraiment le meilleur rappeur. Littéralement, restez silencieux. Ah d'accord. Selon les croyances locales, les mauvais esprits descendent sur Terre ce jour précis. Du coup, pas de bruit pendant 24 heures pour faire croire aux démons que l'île est déserte pour pas qu'ils viennent hanter les habitants. D'accord, mais ça doit être super dur à respecter. Et en tout cas, pour s'en protéger, les locaux, tout comme les voyageurs, ont l'obligation du coup de rester chez eux. C'est confinement. Ouais, tout le monde doit rester à son domicile. Pas de feu, ni de lumière, ni d'électricité. Interdiction de travailler, de s'amuser. Et pour certains, c'est même jeûne et silence total 24 heures pour méditer, ralentir le rythme et se concentrer sur soi-même. Donc en fait c'est juste une grosse partie de Roi du Silence quoi, mais au niveau national quoi. En tout cas, même si on est un touriste et qu'on veut pas perdre un jour de son voyage, ce serait bête, on peut pas sortir du tout. Alors jour du silence, tout, mais vraiment tout est fermé, ni télé, ni radio, il faut avoir son stock de pâtes avant, et d'ailleurs faut aussi réussir à les cuire avant parce que 6h c'est fini. Aucun magasin ouvert, aucun bateau, avion, bus ne quitte ou arrive à Bali. L'aéroport de Denpasar est complètement fermé pendant 24 heures. Seules les ambulances et les femmes se rendant à l'hôpital pour accoucher peuvent se déplacer. Ça va, ils sont un peu sympas quand même. Et puis dehors, les seules personnes présentes sont la police du tourisme et des gardes traditionnels, les Pekalang, qui patrouillent pour veiller au respect des coutumes. Et cela, vaut mieux ne pas les croiser si vous ne voulez pas finir votre voyage silencieux plusieurs jours derrière les barreaux. Ouais, j'imagine. Hein. Mais les scènes doivent être complètement lunaires. Enfin, en tout cas, bien que Nyepi soit avant tout une fête hindoue, les Balinais non hindous participent aussi à ce jour du silence par respect pour leurs concitoyens. Et évitez donc d'aller à Bali pendant cette période. Et Axel, vu que vous avez du mal à rester silencieux, merci Florian. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. 20h25 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Dans un instant, on poursuit ensemble cet épisode de Storytelling spécial Noël avec le lutin Axel Rebaud qui met sa casquette de prof d'histoire cette fois-ci pour nous faire découvrir à cause de qui on grossit tous les ans pendant les fêtes. Juste avant ça, le Marquis s'est fait connaître en 2018 avec son titre Up All Night. Depuis, le DJ et producteur nîmois a multiplié les titres où il pose sa voix. C'est le cas sur son morceau Nirvana et c'est sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. 20h35 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. On est ensemble dans Storytelling jusqu'à 21h pour cette édition spéciale Noël de Storytelling. Et qui dit Noël dit bien sûr chanson de Noël. Parmi les incontournables les plus connus, on trouve évidemment Jingle Bells ou Vive le vent en français. La directrice du conseil de surveillance des artistes, ma petite lutine, enquête depuis début novembre sur ses origines. Manon Blangis, il semble que l'histoire de la chanson soit encore un peu floue. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
totalement flou même, mais vous nous connaissez au CSA, on a quand même réussi à découvrir une bonne partie de l'histoire. Bien sûr. Évidemment, ce qui est sûr, c'est que Jingle Bells a été écrite par James Lord Pierpont, un compositeur et organiste américain. Et si vous avez bien fait attention aux paroles, pardon. Fief coquin. Il n'y a pas une seule mention de Noël dans Jingle Bells. C'est vrai. Et oui, tout simplement parce qu'il n'y a pas de lien avec Noël. Bah super. Voilà. Super. James Pierpont a composé Jingle Bells pour une autre fête populaire aux États-Unis, Thanksgiving. Eh oui, et il s'est inspiré des courses de traîneau auxquelles il assistait petit dans le Massachusetts. On va y c'est arriver. très dur. On va y arriver, Massachusetts. Père Noël. C'est pour ça d'ailleurs que Jingle Bells s'appelait à l'origine. In a one-horse open sleigh. Et oui, One Horse Open Sleigh ou traîneau à ciel ouvert tiré par un cheval. Très belle traduction. Oui, bien sûr, c'est très poétique. Alors jusque-là, toutes mes sources concordaient au CSA, mais il y a eu blocage. J'ai donc dû appeler mes confrères de la FBI, la brigade des fausses bonnes infos, évidemment, à Axel. Représenté par l'agent Axel Rebo, effectivement. Exactement, et pour tout vérifier, mais il existe bien 2 thèses sur l'année où James Pierpont a écrit Jingle Bells. Ouais, vous deviez vraiment être dans une impasse pour faire appel à Axel Rebo, en Mais tout j'étais cas. là, heureusement. Et la première explique que c'était en 1850 à Medford, dans le Massachusetts, alors que justement James regardait une course de traîneau dans une taverne locale. Sauf qu'une de mes consoeurs, Kina Hamil, explique qu'en 1850, James chassait de l'or en Californie pendant la ruée vers l'or, tout simplement. Difficile d'être à cet endroit-là. Exactement, et cette hypothèse pourrait donc être compromise. La deuxième explique que Jingle Bells aurait été écrite en 1857 à Savannah, en Géorgie. Elle aurait été composée dans l'église même où elle a été chantée pour la première fois. Alors certains expliquent même que Jingle Bells était destiné au spectacle d'une église. Alors, c'est probable, puisque James Pierpont faisait partie de l'église unitarienne. En revanche, La fameuse usine unitarienne, bien sûr. bien sûr. Par contre, là où ça coince, c'est au niveau des paroles. Parce que quand même, James s'est laissé aller à quelques références à des sorties avec des jolies filles. Ouh, le coquin. Ah voilà, moyen pour l'église quand même. Ouais, Donc ouais. cette hypothèse est pas tellement confirmée non plus. Ouais, mais c'est de l'église unitarienne tout craché, ça. En tout cas, depuis la chanson a été popularisée en 1948, Francis Blanche l'a adaptée en français avec Vive le vent, et depuis, elle est reprise chaque année par bon nombre d'artistes. Allez, j'étais obligée de vous en faire écouter quelques-unes, à commencer par la version de Gwen Stefani. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Sympathique. On continue avec celle, de Michael Bublé. Jingle bells, jingle all the way. Un vrai crooner celui-là. très jazzy, Alors hein. voilà. Mais une des meilleures, évidemment, reste celle de Frank Sinatra. Jingle bells, jingle all the way. Monsieur Sinatra. En tout cas, ça n'a aucun rapport avec le fait que faire un album de Noël, ça peut quand même rapporter beaucoup d'argent. En tout cas, Jingle Bells, qui est aussi la première chanson de l'histoire à avoir été jouée dans l'espace. Et oui, le 16 décembre 1965, les astronautes de la mission Gemini 6 ont annoncé avoir vu un homme habillé en rouge dans un objet volant non identifié au-dessus du pôle Nord. Ils ont ensuite commencé à chanter Jingle Bells. Merci Manon Blangis. Storytelling en direct jusqu'à 21h. 20h39, pardon, je recule de 10 minutes sur Fréquence EJ Hits and Talk. On est dans Storytelling ensemble pour cet épisode spécial Noël. Et Axel, vous êtes de retour, mais cette fois-ci avec votre casquette de prof pour nous donner une leçon d'histoire. On découvre avec vous Gerhard Lang, Lang, tout à fait. Gerhard Lang. Ce nom vous est sûrement totalement inconnu, et pourtant vous vous régalez tous les matins depuis 16 jours grâce à lui. Les calendriers de l'Avent, une délicieuse invention, même si, je dois l'avouer, elle me coûte un petit peu cher. D'ailleurs, bon, allez, faites pas les innocents, dénoncez-vous, je sais très bien que je suis pas le seul à avoir acheté 24 calendriers de l'Avent cette année. Si, je pense. Ah bah ok, Non, bah, je d'accord. confirme. Désolé, mais bon, moi je suis pas capable de me retenir comme vous, on dirait. Non mais j'ai pris de ces bourrelets, c'est infâme, mais c'est tellement bon. Vous avez de la marge. Ah mais il me fallait un coupable, et je l'ai trouvé. Non, c'est pas mon caractère de morphale le coupable, c'est Gerhard Lang. Gerhard Lang, né en 1881 et en Allemagne, et c'est donc lui l'inventeur du calendrier de l'Avent. Quand il était petit, Gerhard raconte comment sa maman lui avait offert un 1er décembre une boîte contenant 24 cookies. Vous commencez à voir un peu. Il n'avait pas le droit de manger tous les cookies d'un coup, fallait attendre tous les jours jusqu'au réveillon de Noël. Un souvenir qui a beaucoup marqué le petit Gerhard, si bien qu'en 1908, il se dit « Ah, j'ai une idée. Il faut absolument que tous les petits Kinder du monde découvrent ce petit plaisir de mon enfance. » Ah là là, toujours aussi subtil ces imitations Axel Rebo. En tout cas à l'époque, il existait déjà des calendriers de l'Avent, mais ils étaient bien différents de ceux d'aujourd'hui. Et oui, à l'époque, les calendriers étaient juste imprimés, donc le seul cadeau que les enfants
enfants avaient, c'était un petit texte, souvent un poème, parfois une prière. Un peu déceptif. Un petit peu, ouais, c'est pas moyen. Gerhard aussi, il était en mode un peu pourri, tout ça. Alors il conçoit son propre calendrier, un bloc solide avec 24 petites portes qu'on ouvre une à une chaque matin. Petite porte derrière laquelle on peut glisser, par exemple, un petit chocolat. Bien sûr. Ces calendriers se sont vendus comme des petits pains. Bon, tu m'étonnes, hein, pour les gamins entre des chocolats et des poèmes. Le choix, il est vite vu. Hein. C'est sûr. On remercie donc Gerhard Lang, grâce à qui attendre le réveillon de Noël est un petit peu plus sympathique. Merci Axel Rebaud. Storytelling en direct jusqu'à 21h. 20h42 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Dans quelques instants, on continue cet épisode de Storytelling spécial Noël avec un ultime retour des inconnus au bataillon d'Axel Rebaud. Cette fois-ci encore, spécial Noël oblige, il lève le voile sur la personnalité grâce à laquelle on décore un sapin chaque année. En attendant, après avoir percé sur YouTube, le trio 47 Terre a sorti l'année dernière son premier album L'Adresse et ils enchaînent avec un single. C'est Vivre de 47 Terre sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. 20h53 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. On est ensemble pour encore une petite dizaine de minutes dans cette édition spéciale Noël de Storytelling et c'est la dernière ligne droite et on retrouve Florian, notre expert voyage mais aussi 2.0. Vous nous aidez à faire le tri Florian Michelin dans notre téléphone avec une application à ne surtout pas télécharger. Aujourd'hui, vous nous présentez une appli qui permet de tracer les déplacements du Père Noël, donc de moi. Tout ça en temps réel le soir du 24 décembre. Ça s'appelle NORAD Track Santa. J'arrive à point pour mon décollage. Je commencerai mon voyage magique autour de la Terre. Alors là, non mais n'importe quoi, j'ai téléchargé l'appli, sauf qu'on n'est même pas encore le 24. Du coup, j'ai un compte à rebours, là, comme ça, avec marqué 7 jours, 13 heures, 6 minutes et 12 secondes. Et je peux quasiment rien faire sur l'application, comme si j'avais besoin de ça. Moi j'ai déjà le calendrier de l'avant. En tout cas vous pourrez voir l'application sur la vidéo YouTube de l'émission. Mais du coup c'est tout ce qu'il y a sur l'application. Non, il y a aussi de l'info avec le fameux NORAD, qui sommes-nous, blablabla. Eh bien c'est une vraie organisation sérieuse qui existe vraiment, North American Aerospace Defense Command. le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, pour ceux qui n'ont pas compris. D'accord. Leur mission de base est le contrôle des avions, missiles, véhicules spatiaux, tout ce qui survole le continent nord-américain et ses environs. Et du coup, depuis une 60aine d'années, ils devaient pas savoir quoi faire. Ils se sont dit, on va suivre aussi la trace du Père Noël. Mais du coup, comment est-ce qu'ils suivent le Père Noël dans le ciel ? Apparemment, pour savoir quand Papa Noël quitte le pôle Nord, ils utilisent les mêmes satellites que pour les alertes anti-missiles. Ensuite, des avions de chasse l'escortent un peu, même si en réalité, apparemment, son traîneau va beaucoup plus vite. D'accord. Après, l'organisation arrive à le localiser pendant sa tournée grâce à Rudolph, le meilleur de ses rennes. Son nez dégagerait un signal infrarouge détectable, logique, qui permet de suivre son périple directement sur l'appli reliée à Google Maps. Et donc l'appli répond à la même question, comment le Père Noël peut-il parcourir le monde entier en seulement 24 heures ? Bah je vous la pose vu que vous êtes le Père Noël, cette question. Eh ben c'est un secret de fabrication. Ouais. Bah sur l'application, ils disent, le temps ne s'écoule pas de la même manière pour lui que pour nous. Le Père Noël évolue dans son propre espace-temps différent du nôtre. C'est beau. Ouais, bah pour une organisation censée défendre le ciel d'attaques terroristes, bof l'explication. Et à la question comment il fait pour passer par les cheminées, là par contre aucune explication, mais ils savent que le Papa Noël mesure 1m70 et fait 120 kg avant d'avoir mangé des cookies. Ah oui, quand même. C'est vrai. On le voit sur Bastien. Oui. Merci Manon Blangis. En tout cas vous avez appris plein de choses et elle est pas si inutile l'appli finalement. Ouais, j'ai appris que ce service de suivi du Papa Noël est né en 1955 d'une erreur de numéro de téléphone dans un journal. Comment ça ? Une petite fille, elle avait appelé pour parler au Père Noël et elle est tombée sur un commandant de l'organisation militaire. et c'est comme ça que le système de suivi du Papa Noël NORAD est né. Mais pour répondre à votre question, bah elle est vraiment nulle cette appli. Ça sert une fois dans l'année et tout ça alors que... Le Père Noël n'existe pas. Il fut inventé par Coca-Cola. C'est très méchant pour les enfants qui nous écoutent. Vous n'avez aucune preuve en plus, je suis là, donc je suis le Père Noël, le vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que chaque année, le 24 décembre, le NORAD signale la localisation du Père Noël à des millions d'enfants et de familles de plus de 200 pays du monde. Merci Florian. Storytelling en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ.
20h56 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Et pour finir cette édition spéciale Noël de Storytelling, on retrouve notre prof d'histoire, Axel Rebaud. Et parmi toutes les traditions du mois de décembre, la décoration du sapin de Noël est un incontournable. Une tradition popularisée en France par Hélène de Mecklembourg, la petite fille du dernier roi de France. C'est le plus beau, c'est le plus grand. Je ne parle pas de Bastien, cher Père Noël. Lui, il est juste grand. Je parle bien sûr mais de c'est vrai que c'est un très beau garçon. Mais non, mais enfin, Père Noël, je parle de ces arbres qui envahissent chaque année nos salons. Alors, il y a deux écoles. Ceux qui ont un vrai sapin, qui ruinent notre moquette avec ses épines qui perd tout au long du mois de décembre. Et ceux qui optent pour l'arbre en plastique qui pue le pétrole avant de le ranger tranquillement dans la cave le reste de l'année. Donc, quoi qu'il en soit, la question subsiste. Pourquoi qu'on met un arbre qui pique dans le salon, vain Dieu? La tradition vient en fait d'Alsace, à l'époque où il était encore une province allemande, au XVIe siècle. On est alors en 1521 quand on parle pour la première fois d'un arbre de Noël décoré spécialement pour l'occasion. À l'époque, il faut savoir qu'on habille le sapin de pommes rouges pour symboliser l'arbre du joli. paradis. Puis on a vite arrêté, parce qu'après quelques semaines, on s'est rendu compte que ça faisait un compost de 3 mètres de haut. ça pue un petit peu. Bref, il faudra attendre 3 siècles pour qu'ils arrivent en France, ces sapins. En même temps, ça se déplace pas très vite, un sapin. Et donc là entre en scène Hélène de Mecklembourg. Hélène, elle est duchesse d'Orléans, elle est la femme du prince du royaume, ce qui veut dire que les dîners de Noël chez la belle famille, elle, ça veut dire que c'est les dîners chez le roi et la reine de France. Pas de pression. Pas de pression, donc si vous flippez à l'idée de rencontrer vos beaux-parents cette année, pensez à Hélène quand même. Sauf qu'Hélène, elle a une particularité quand même, elle est d'origine allemande et chez elle, on décore un sapin lors de la période de Noël. Mon beau sapin. Effectivement, c'est donc Hélène de Mecklembourg qui propose à la belle famille ça vous dit pas, on prend un arbre, mais genre un arbre qui pique un petit peu, on le met dans le salon à côté de la télé, et même après on le décore avec des guirlandes et des boules. Enfin, on fait ça chez moi en tout cas. Par je ne sais quel miracle, ils ont dit mais oui, c'est une superbe idée, Hélène. Et en 1837 fut inauguré le tout premier sapin de Noël au jardin des Tuileries. Et la tradition n'est cependant popularisée que dans la bourgeoisie française pour l'instant. Et en 1870, après la défaite de la France face à la Prusse, de nombreux Alsaciens se réfugient en France. Ils rapportent alors eux aussi la tradition du sapin dans tous les foyers de France. Merci Axel Rebaud. Storytelling en direct jusqu'à 21h. Storytelling, saison 6, épisode 11, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette émission spéciale Noël de Storytelling. Merci à tous mes petits lutins, Manon Blangis, Axel Rebaud et Florian Michelin. Mais je vous en prie, j'espère que vous avez été très sages cette année et que vous aurez de très beaux cadeaux. En tout cas, merci de m'avoir accompagné au cours de cette émission. N'hésitez pas à nous suivre sur Fréquence ESJ, sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, TikTok pour ne rien rater de l'actualité de notre média. Également, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne YouTube où vous trouverez toutes les émissions et reportages. Par exemple, si vous voulez voir nos fabuleux déguisements de Noël que nous avons portés aujourd'hui, eh bien, n'hésitez pas à aller faire un tour dans quelques jours sur la chaîne YouTube. Je rappelle que les replays des émissions sont également disponibles en podcast. Le prochain rendez-vous sur Fréquence ESJ, ce sera juste après les fêtes, le mardi 5 janvier avec 20h l'invité présenté par Manon Blangis. Nous, on se retrouve le mercredi juste après pour une nouvelle heure de divertissement. D'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Faites attention à vos proches et passez une très bonne soirée sur Fréquence ESJ. Hits and Talk. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, ho, ho.